Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Merci d'écouter pour comprendre. Et ça nous fait plaisir quand on vous rencontre partout dans les centres commerciaux ailleurs. Nous remercions toutes ces personnes qui regardent, qui souvent nous demandent des compléments d'information. Nous faisons tout ce qu'il faut pour continuer à alimenter notre population avec des éléments factuels. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir le président de l'association martiniquaise de la promotion de l'industrie, M. Larcher Charles. Bonsoir et merci d'avoir accepté positivement notre invitation. Bonsoir, merci de me recevoir. M. Larcher, vous avez été à un moment donné président du Codéum. Pendant 9 ans, oui, tout à fait. Et dans ce moment, vous avez passé le relais. Exactement, oui. Il y a 15 jours, un nouveau président a été nommé, le directeur de l'Ammonie Trois-Rivières. Et avant de partir, l'activité houmière, elle était comment? Elle est sur le marché local, avec la reprise du tourisme, ça va mieux. Sur le marché hexagonal, qui est le plus gros marché pour nous, et sur le marché mondial, parce que le rhum martiniquais est dans 100 pays dans le monde, là c'est difficile. C'est très difficile en ce moment. Tous les spiritueux souffrent. Avec l'inflation, tous les spiritueux souffrent. Le cognac aux États-Unis, c'est catastrophique. Voilà, on a de grosses difficultés donc à l'export et sur le marché hexagonal. Et sur le plan Cannes, ça s'est développé ou ça s'est stoppé? Alors, le fait est que sur le plan Cannes, on a pu maintenir les 4000 hectares aujourd'hui que nous avons de culture, donc ça c'était important. Le fait qu'il y ait moins de besoins de nos marchés France et aujourd'hui export fait qu'aujourd'hui il y a moins de manque de canne de façon conjoncturelle. Mais on travaille en tout cas à réaugmenter les rendements à l'hectare. C'est notre grand challenge. On arrive à maintenir les surfaces. C'est pas facile parce que les ROC sont pas toujours respectés. Donc on travaille à maintenir les surfaces. Et il faut maintenant qu'on arrive à augmenter le rendement par hectare, donc la quantité de canne produite par hectare de canne. Cette année, on a vu la souffrance pour le sucre. Exactement. On a vu que c'était difficile pour le sucre, effectivement. Le début de la récolte était compliqué. Il y a eu pas mal de pluviométrie et les distilleries ont pu peut-être plus facilement s'adapter que la sucrerie. Enfin, c'est le cas de le dire, il faut bien que la canaille. On est d'accord. Oui. Bon, MPI, c'est le nouveau job, le nouveau challenge. Exactement. Donc, je suis président de l'MPI depuis le début de l'année. Donc, je prends la suite de Josiane Capron, que je tiens à remercier pour cette vraiment implication et cette passion pour l'industrie, parce que c'est vrai qu'être présidente de l'MPI, comme l'ont été Pierre-Marie Joseph, Hervé Tousset et dernièrement donc Josiane Capron, il faut avoir la passion de l'industrie. Mais elle est dedans. Oui, elle est dedans et elle est toujours passionnée. Et elle est toujours à mes côtés pour qu'on puisse travailler ensemble. C'est un travail d'équipe. Oui, de toute façon, l'industrie, c'est une équipe. Exactement. Et à votre avis, vous voyez comment l'avenir? L'avenir, déjà l'industrie martiniquaise se porte plutôt bien. C'est pas du tout évident d'être industriel parce que on a une réalité, c'est que nous sommes sur un petit territoire qui perd de la population, petit marché. On a un statut qui est reconnu par l'Europe de RUP, donc région ultra-périphérique européenne, donc qui ont donc des difficultés de développement. Donc grâce à des aides que nous recevons européennes pour compenser ces handicaps d'être tout petit notamment, nous avons su développer l'industrie au fur et à mesure. Et aujourd'hui, nous avons sur l'industrie en Martinique dans l'association 124 adhérents. Les statistiques donnent pour l'industrie martiniquaise une augmentation de 12% sur 10 ans du nombre d'employés, alors qu'au niveau hexagonal, il y a une baisse de 10%. Donc on a vraiment un développement de l'industrie. Il y a encore beaucoup à faire. C'est pas facile tous les jours pour les industriels. L'idée pour nous, c'est d'arriver surtout à avoir de la visibilité. Et cette visibilité, on la demande aux structures qui ont la compétence économique, donc notamment les régions, donc chez nous la CTM, qui a donc cette compétence sur le développement économique. Et en même temps, vous êtes concurrencé par l'exportation. Oui, notre concurrence, c'est l'importation. Donc, dans tous les secteurs où nous sommes dans plus de 8 secteurs différents, parce qu'il y a l'alimentaire, mais aussi tout. Aujourd'hui, vous pouvez construire votre maison uniquement avec la production locale. Vous pouvez manger pendant un mois uniquement avec la production locale. Donc, on a
la chance d'avoir une diversité de production locale qui est très importante. Mais l'importation est très dynamique. Elle vient de France, elle vient de hexagonale, elle vient d'Europe, elle vient aussi des pays d'Amérique, elle vient d'Asie. Et donc, avec des moyens très importants, de très grosses usines, donc des coûts de production qui sont beaucoup plus faibles. Et un savoir-faire. Et un savoir-faire parfois qui est très élevé. Alors, nous avons des savoir-faire chez nous qui sont soit ancestraux, soit très anciens, soit très nouveaux. Et aujourd'hui, l'industrie martiniquaise sait peut-être mieux que le produit d'importation répondre aux attentes du Martiniquais. Et l'adaptation environnementale, elle se fait facilement. Je prends l'exemple d'Albioma, qui aujourd'hui, avec Albioma, a supprimé toute la pollution atmosphérique qu'on avait pour la pollution de vapeur. Exactement, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'arriver à réduire donc notre empreinte carbone au maximum. Donc toutes les industries sont dans cette voie-là. Donc bien entendu, Albioma, qui est un adhérent de la MPI, est dans la partie énergie. Et l'idée, effectivement, de ces entreprises, c'est d'arriver à produire de l'électricité sans polluer. Et donc, c'est ce qu'Albioma a réussi. Et ça, c'est un beau défi. Et tous les autres industriels aujourd'hui qui se créent aujourd'hui dans l'environnement, sont très attentifs à ce que l'impact sur l'environnement soit vraiment le minimum. Pour revenir au rhum, je prends l'exemple de Nesson, qui est la seule industrie au niveau mondial à ne pas broyer la canne avec de la vapeur. Ouais. Tout est électrique. Voilà, aujourd'hui, alors il y a d'autres distilleries qui effectivement fonctionnent comme cela, mais l'idée effectivement c'est d'arriver localement, même localement. Hein. Mais l'idée c'est vraiment d'arriver à ce qu'on ait vraiment une empreinte la plus faible possible. Et donc si l'électricité peut être produite sans utiliser de pétrole, de produits issus de pétrole, tant mieux parce que ça nous permet nous, industriels, qui utilisons de l'énergie électrique, de ne pas être de ne pas avoir un gros impact sur la partie empreinte carbone. Et là, en termes électriques, on a un besoin constant et de courant propre, permanent. Oui, il faut arriver à avoir un courant très régulier. Bon, on a des machines qui sont de plus en plus électroniques, avec effectivement des cerveaux, donc une sensibilité aux variations de qualité d'électricité qui sont importantes. Et donc, il est très important pour nous de pouvoir avoir une qualité de courant qui soit bien régulière. C'est très important. Et au niveau technologique, aujourd'hui, c'est fini la petite clé à pipe. L'oreille, les yeux, pour pouvoir faire tourner l'usine. Il faut une très grande performance, je dirais, d'ingénierie. Oui, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que en 20 ou 30 ans, on a vraiment une mutation de l'industrie martiniquaise. Il y avait dans nos effectifs beaucoup d'emplois de manutentionnaires. Aujourd'hui, quand vous avez des lignes industrielles, il y a à peu près 600, 700 lignes industrielles en Martinique. Donc, dans chaque usine, on a 3, 4, 5 lignes industrielles, donc qui regroupent plusieurs machines. Donc, les personnes aujourd'hui qui gèrent ces matériels sont des conducteurs de lignes, et donc avec des qualifications importantes. Donc, on a maintenant des robots, ce qui fait qu'aujourd'hui, soulever des cartons, c'est là de moins en moins. On a beaucoup de robots dans nos usines, beaucoup de machines donc pilotées par ordinateur. Donc, les qualifications nécessaires sont augmentées. On a su trouver localement des compétences. Alors, bien entendu, pour arriver à former, nous sommes associés au lycée de Rivière-Salée, donc qui a mis en place des formations. Donc on est très lié à l'éducation nationale. On a mis en place une formation qualifiante pour avoir donc des jeunes formés, connaissant des matériels électroniques que nous avons. Nous avons aussi déployé tout un tas de métiers autour de la production elle-même. Donc on a des métiers de logistique, on appelait ça le supply chain, des métiers liés à la qualité. Après on a des métiers liés au commerce, métiers liés au marketing, on a l'entretien, la finance, l'entretien, la maintenance industrielle. Effectivement, au départ, maintenance corrective, puis préventive, puis prédictive. Donc on a vraiment une évolution aujourd'hui de notre industrie qui fait que les produits qu'on arrive à produire, sortir, conviennent aux Martiniquais et sont capables de concurrencer le produit d'importation. À propos d'importation, prenons l'exemple nous avons une importation massive de bouteilles en plastique. Et dans le recyclage, il y a eu un échec. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour ça qu'on parle effectivement de l'importance du politique, aujourd'hui, le développement de l'industrie sur un territoire nécessite une vraie collaboration entre politique et monde économique. On va prendre un exemple d'un territoire qui marche comme ça. Il y en a deux. Par exemple, dans l'Hexagone qui marche très bien, la Vendée et la Franche-Comté. Bon, la Franche-Comté est un pays, un territoire où il y a énormément d'industries, automobiles, ferroviaires, et autour de ces grosses industries, des petites industries se sont mises en place. Tous les sous-traitants sont là.
Tous les sous-traitants sont là. Et donc, le politique a travaillé effectivement avec les industriels pour arriver à trouver un développement économique harmonieux, respectueux de l'environnement. C'est notre challenge, c'est d'arriver à trouver avec nos politiques, et singulièrement l'ACTM, qui a ce pouvoir économique local, la capacité de structurer, d'aider à structurer notre industrie et d'arriver à avoir une vision à 2050. C'est-à-dire, en 2050, comment souhaite-t-on que la Martinique, au niveau industriel, se développe ? C'est important pour les investisseurs, qu'ils soient industriels déjà sur le territoire ou autres, néo-industriels. C'est important pour les jeunes qui font des formations pour demain travailler au pays, savoir au pays quels sont les métiers, quels sont les domaines de compétences dont on va avoir besoin dans les 20, 30 prochaines années. Et en dehors de ça, nous avons la capacité de pouvoir exporter dans toute la Caraïbe le savoir-faire martiniquais. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on exporte des produits. Alors, il faut savoir que dans la Caraïbe, nos territoires, des petites Antilles notamment, produisent souvent les mêmes choses que nous. Donc on a effectivement une concurrence logique. Néanmoins, il y a des spécificités, par exemple dans les matériaux. Tout ce qui est effectivement carrière. Nous avons des matériaux qui sont différents de ceux qui peuvent dans la Caraïbe. Il y a des savoir-faire qui font qu'on est à même de pouvoir produire des produits industriels que certains Caribéens ne savent pas faire. Donc on a vraiment cette possibilité d'exporter et on travaille à l'exportation des biens, mais on sait aussi effectivement avoir des savoir-faire qu'on est à même d'amener sur d'autres territoires. Je prends un exemple, nous avons une sensibilité au niveau de la population martiniquaise, de par notre statut de territoire français, sensibilité à la notion de sécurité. Sécurité face, par exemple, aux événements cycloniques. Donc, vous avez dans les menuiseries PVC et aluminium, par exemple, nous respectons donc des normes très strictes. Et aujourd'hui, quand vous êtes soumis à un cyclone en Martinique, mais vous avez le même cyclone qui peut passer à Sainte-Lucie ou à la Dominique. Donc, c'est clair que l'industriel martiniquais qui est soumis à ces règles très strictes peut aller en Dominique ou peut aller à Sainte-Lucie, créer avec les Saint-Luciens ou les Dominicains, une joint venture ou une industrie qui va permettre effectivement de développer des compétences en local et pouvoir protéger la population saint-lucienne ou dominicaine. En matière de toiture, on a beaucoup évolué en Martinique. Au niveau, pardon ? Toiture. Toiture, oui, même chose. Au niveau toiture, on a effectivement des industriels qui fournissent les tôles. On a aussi la solution, effectivement, d'utiliser la tuile, qui résiste très bien au vent. Et puis, on a aussi, alors c'est intéressant aussi, des projets qui ne sont pas forcément au début industriels, qui sont au début artisanaux, comme par exemple, moi j'ai rencontré des jeunes qui sont installés à Ducos et qui utilisent donc de la bagasse, qu'ils utilisent ensuite, qu'ils associent à un composant chimique, et ça leur permet d'avoir un isolant qui peut remplacer la laine de roche ou la laine de verre dans l'isolation. Donc on a vraiment nous sommes un territoire d'innovation, et nous sommes capables de répondre aux attentes effectivement de la population sur le BTP, sur le bâtiment. C'est un savoir-faire que le Cubain avait déjà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, après, l'idée, c'est pas toujours de réinventer le fil à couper le beurre, et c'est d'utiliser ce que d'autres savent parfois faire, et puis d'amener cette technologie chez nous pour créer de l'emploi, créer de la richesse sur le territoire. Je me souviens, il y avait une fille du Robert qui faisait des panneaux de la thermique à partir du sucre. Oui. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette fille. Oui, il y a aussi le projet sur la banane, qui a été, avec cette entreprise qui utilisait donc les troncs de bananiers pour arriver à récupérer effectivement de la matière pour faire des panneaux isolants. Non, on a vraiment une ingénierie martiniquaise dynamique. Après, pour que ça puisse se réaliser en projet industriel, là, il faut quand même un environnement favorable. Donc une attention du politique pour justement permettre que l'écosystème, qu'autour de ce petit projet qui naît à ce moment-là, il y ait toutes les aides qu'il faut pour que ça puisse se développer, une bienveillance quelque part du politique, et puis ensuite, quand on est sur la partie BTP, la commande publique c'est important, donc d'avoir effectivement à ce moment-là une commande publique qui vient aider au développement de jeunes pousses, c'est important. Et en même temps, il faut que nous, consommateurs, qu'on ait un sentiment patriotique. Savoir que seul ce produit est réalisé chez nous, donc la consommation est première. Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le Martiniquais comprenne bien, et merci encore d'avoir ce type d'émission pour pouvoir nous permettre de l'expliquer. Quand on achète un produit local, il y a 7 emplois. Quand on achète un produit importé, il y a 1 à 2 emplois. Bon. De toute notre famille, de tous nos voisins, on sait qu'aujourd'hui, si on achetait plus local, on aurait plus d'emplois locaux. Nos jeunes reviendraient. Donc l'enjeu, il est aussi là. C'est quand on consomme,
d'être un consommateur citoyen. On sait que la production locale développe le pays. Oui, parfois la production locale peut être plus chère. Ben oui, on peut être plus cher que les Chinois, on peut être plus cher que les Italiens, on peut être plus cher que différents pays. Et la quantité en bout de chaîne, une pondeuse de bouteilles, c'est pas la même en Martinique qu'à Trifluidésois en Europe. Et puis, plus on développe la production locale, moins on sera cher. Donc c'est ça l'enjeu. C'est qu'on est arrivé sur certains marchés à être autonome complètement. On prend le cas des œufs, par exemple, aujourd'hui. Au niveau des œufs, nous sommes complètement autonomes. Nous avons 2 producteurs d'œufs en Martinique et nous assurons l'ensemble du marché. Là, c'est un travail qui a été fait avec la grande distribution, donc, qui est notre partenaire sur beaucoup de produits industriels alimentaires. Et avec la grande distribution, des partenariats ont été signés. L'idée étant d'assurer le maximum de développement de la production locale, qu'elle soit industrielle ou même artisanale ou agricole, dans les rayons des hypermarchés et des supermarchés. Sans les partenariats avec la grande distribution, on n'aurait pas la visibilité. Un industriel, il va construire un bâtiment, acheter des machines, former des collaborateurs pour pouvoir avoir des compétences. Quand on a tout ça qui est prêt, il faut pouvoir avoir des débouchés. Et des débouchés sûrs. Le fait d'avoir un partenaire comme la grande distribution qui permet de dire, voilà, moi je vais dans mon magasin vous permettre d'avoir tel rayon, tel volume par an, tel volume par mois, tel volume par semaine, tel volume par jour dont je vais avoir besoin dans mes rayons. L'industriel, à ce moment-là, il calibre sa machine, il calibre ses équipes, il calibre ses entrepôts pour pouvoir fournir le client. Et donc c'est un acteur capital dans le développement aujourd'hui de l'activité industrielle. On a signé une charte avec la grande distribution qui nous a permis effectivement d'assurer quelque part une relation sereine entre les acteurs industriels et les acteurs du commerce. Vous pensez qu'avec l'autosuffisance alimentaire, ce sera possible avec nos industries ? Aujourd'hui, je le dis souvent, il faut l'autonomie alimentaire, ce qui est un sujet européen, national, local. C'est pas du tout facile de pouvoir la réaliser sur le territoire. Je préfère parler de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de dire je choisis des secteurs où je vais développer une vraie création de valeur, en fruits et légumes et dans les différents produits que je peux avoir. Et dans cette approche que nous avons aujourd'hui, certes les Martiniquais consomment des fruits et légumes bruts, mais ils consomment aussi beaucoup de produits agro-transformés. Donc de la confiture, on parlait du rhum tout à l'heure, du sucre, des produits carnés, de viande transformée, de la soupe. Donc on a vraiment des glaces, des jus, enfin une gamme de produits transformés importants, et qui partent au départ d'un produit agricole. Et donc l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à ce que le maximum de produits agro-transformés, qui sont consommés par les Martiniquais, viennent des industries martiniquaises et des artisans martiniquais. C'est notre enjeu. Et ce défi-là, on le relève dans la vision de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire d'arriver à être souverain. On l'a vu pendant le Covid. Le fait d'avoir des industries martiniquaises nous a permis, pendant le Covid, de pouvoir répondre à différents besoins. On a fait en Martinique notre propre solution hydroalcoolique, avec un partenariat entre les romiers, les hôpitaux, l'État. On a su mettre en place cette opération qui a sans doute aidé à ce qu'on n'ait pas plus de décès sur le territoire. Donc on voit bien l'intérêt stratégique d'avoir une industrie sur le territoire. Il faut finir que le monde agricole soit en phase avec l'industrie. Oui, alors c'est dans la démarche de planification, c'est d'arriver effectivement aujourd'hui, et on y arrive par exemple, un exemple qui marche très bien, c'est le cas de la goyave. On est arrivé effectivement à ce que d'abord les agriculteurs se structurent au travers d'une filière, donc avec une association qui s'appelle Vergers Tropicaux, qui réunit donc des planteurs de goyave, je crois à peu près une 50aine, et ils vont fournir à ce moment-là à l'industriel principal, qui est au Gros Morne, Denel, ils vont fournir la matière première. À ce moment-là, Denel qui fait des jus et des confitures, au lieu d'éventuellement importer les matières premières de goyave, se retrouve finalement à uniquement utiliser du produit local pour faire de la goyave donc transformée. Donc c'est donc en confiture ou en jus. Et c'est le challenge qu'on a sur toutes les matières premières que l'on peut pouvoir produire localement. Et là, on ne peut pas tout produire localement. Donc parfois, il nous faut importer, nous industriels, des emballages, des produits, et à ce moment-là, on va transformer localement. Il y a un exemple patent. Là, en ce moment, c'est la saison de fruits à pain. C'est toujours arrivé depuis gamin, nous importons du cassoulet et toutes sortes de conserves. Pourquoi pas demain une grosse production?
Oui, non, c'est un défi. Aujourd'hui, on a la chance en Martinique d'avoir une structure qui n'existe pas ailleurs. Ça s'appelle le PARM, qui est vraiment, nous, la MPI, on en est un des administrateurs et très fiers d'être dans le conseil d'administration du PARM. C'est une structure qui aide à réfléchir à des transformations de produits locaux en produits artisanaux ou industriels. Et donc, on a des chercheurs qui cherchent en recherche appliquée à voir comment arriver à transformer les produits. Et à conserver. Et à les conserver. Et c'est un centre technique, donc, qui est un CRT, donc, qui a ce label-là, qui est un label national. Et on a cet outil qui est un atout pour pouvoir aller vers des projets comme ceux que vous citez. Donc il y a des industriels qui ont récupéré des projets que le PARM avait élaborés pour ensuite les développer à plus grande échelle. Parce que, bon, une grosse production de migrants, oui. Ça fait du bien à l'agriculture. Exactement. Et donc et à nos compatriotes à l'extérieur. Exactement. Parce que oui, il faut toujours penser à cela. On a vraiment cette possibilité des plats préparés. Donc là, on a des adhérents, notamment la société Coméa, qui a travaillé cette logique-là avec le PARM, et qui a récupéré donc avec le PARM, a travaillé avec le PARM pour travailler des recettes, mettre au point des recettes qui puissent ensuite être industrialisées et mises sur le marché, donc aujourd'hui martiniquais. Là, c'est pareil. Enfin, dans beaucoup de domaines, on a cette possibilité de pouvoir faire en sorte que des produits frais puissent arriver à table. Dans les fast-foods, par exemple. Oui, dans les fast-foods, on a un exemple, alors qui n'est pas dans le cadre de la volaille, mais qui est dans le cadre de la salade. Les fast-foods, effectivement, importaient leur salade parce que un fast-food, il y a besoin tous les jours. Alors, pour le coup, ils sont ouverts 7 jours sur 7. Tous les jours de l'année. Donc il faut tous les jours de la salade. Le problème, c'est que on sait bien qu'on est dans des climats qui parfois rendent difficile la chose agricole. Et on a une structure industrielle qui s'appelle Saldinina qui va donc fournir aux structures comme les fast-food, mais aussi aux cantines scolaires, mais aussi à d'autres structures, et aussi sur le marché, aux Martiniquais, fournir de la salade emballée. Et donc ça, c'est une chose exceptionnelle, de pouvoir localement avoir toujours de la salade disponible grâce à cette entreprise. Il y a une vitrine qui m'a toujours, je dirais, déçu, c'est quand j'arrive dans l'avion. Mon produit local, je ne le trouve pas. Alors, on a progressé, au travers de l'aéroport. L'aéroport aujourd'hui, quand on rentre à l'aéroport aujourd'hui, qui vient d'être refait, l'aéroport Aimé Césaire, on a aujourd'hui des acteurs qui sont présents, qui travaillent avec la production locale. Prenez un glacier, Excellence Glace, qui est un artisan, qui va être attaché à travailler avec des produits locaux. Vous montez au-dessus, vous avez 2 boutiques, une côté passager, avant de passer le contrôle de la PAF, et une de l'autre côté, donc 2 structures. Et ces 2 structures vont travailler et vont mettre en avant de la production locale. La première extérieure, que de la production locale, et on a des artisans, des produits industriels qui sont effectivement présents chez French Touch. Et de l'autre côté, chez Dufry, nous allons avoir une boutique qui pourtant appartient à un grand groupe international, un groupe suisse, qui a plus de 5000 boutiques dans le monde, qui a une stratégie mondiale, et qui va localement jouer le jeu de la production locale, et donc permettre aux Romiers bien sûr, mais aussi à d'autres acteurs dans les confitures, dans le chocolat, d'être présents et de proposer la production locale. Donc à la fois aux Martiniquais qui part, et aussi aux touristes, et aux touristes effectivement qui repart. Une fois moi assis dans l'avion. Une fois, alors là après c'est un problème politique qui alors on y arrive sur le rhum, on y arrive sur l'eau, il y a des produits sur lesquels on y arrive. C'est plus compliqué sur d'autres produits, mais beaucoup de produits quand même qui sont présents, donc sont transformés localement, puisqu'il y a une structure qui fait du service, donc du catering, donc du service pour l'aérien, et qui utilise des produits locaux. Je prends un avion Air Cuba, une fois que je suis dans l'avion, je suis à Cuba. Contrairement à Fort-de-France-Paris, je reste toujours à Paris. Alors, on a quand même de plus en plus de produits locaux. Maintenant, il y a un défi. On voit bien, de toute façon, aujourd'hui, les compagnies travaillent avec des chefs locaux, donc proposent des plats locaux. Donc, on avance sur ce chemin, effectivement, de faire en sorte que la production locale soit plus présente. J'espère qu'un jour, on verra exactement comme les Air Afrique et compagnie. Dans l'avion, on ne consomme qu'africain. On demande que ça. Donc, vivement qu'un jour, on puisse avoir un macadam servi dans un avion. Tout à fait. Alors, tout ça demande de la matière première. Nous sommes d'accord. Oui. Mais aussi des contenants.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on propose un produit à la vente du consommateur, le consommateur est en attente il est en attente d'avoir un packaging qui soit aussi élaboré que ceux qu'on peut avoir d'un produit importé. Donc il attend du produit local une qualité à la fois du produit, intrinsèque au produit, mais aussi packaging qui soit remarquable. Et donc on travaille beaucoup là-dessus. Donc d'abord avec nos bureaux de marketing et de conception, des emballages, etc., pour avoir des emballages vraiment respectant la réglementation, pratique, adéquate pour le consommateur, mais aussi joli, parfois novateur, parce qu'on utilise aussi on a parfois des packs novateurs. L'idée étant pour nous de satisfaire aux attentes du consommateur. Hélas, on est souvent dans de trop petits territoires pour pouvoir avoir des industriels qui créent ces emballages-là. Donc on passe effectivement par l'importation qui nous permet d'avoir effectivement des emballages de qualité. Néanmoins, on a des secteurs qu'on a su, pas complètement boucler la boucle, on en parlait tout à l'heure, en parlant hélas de l'échec de Sidrep, mais on travaille à ce qu'il y ait le plus possible de matières premières locales. Dans le cas des embouteilleurs, par exemple, d'eau et de boissons gazeuses, on a effectivement aujourd'hui un acteur qui va faire ce qu'on appelle des préformes, c'est-à-dire qui va faire des moules, des petits tubes à essai qui vont être gonflés donc dans des usines d'embouteillage et ensuite remplis d'eau, remplis de soda. Donc on a une création d'emplois dans la préparation de la bouteille plastique et ensuite transformation de cette bouteille plastique, ce prémisse de bouteille plastique dans l'usine d'embouteillage. On crée de l'emploi. On a vraiment un cercle vertueux de création de richesse. On cherche par tous les moyens aussi, c'est un point important, à réduire l'impact de l'emballage. Quand on augmente le conditionnement, quand on fait des packs plus importants, je prends le cas du rhum, quand on fait des bibs ou des cubis, automatiquement, effectivement, on réduit l'impact de l'emballage par rapport au fait d'importer des bouteilles. Donc on a toujours cet enjeu d'avoir un impact le plus faible possible sur l'environnement. Et on avait une cartonnerie en Martinique. Oui, qui faisait pas directement du carton ondulé, mais qui formait les caisses. La cartonnerie était basée en Guadeloupe. Oui, parce qu'il y a un quartier au Théâtre Saint-Michel qui s'appelle la cartonnerie. Ouais. Alors, tout ça. Hélas, on est parfois sur des trop petits marchés. Quand j'étais président du Codérom, on me posait la question de savoir mais pourquoi on n'a pas de verrerie par exemple. Aujourd'hui, une verrerie, il faut 10 millions d'habitants pour qu'une verrerie soit rentable. 10 millions minimum, voire 20 millions d'habitants. Donc un bassin et le bassin des petites Antilles est trop petit. Dans les grandes Antilles, ça peut exister. Et après, la qualité du verre qui va être produit, qui est en attente de nos consommateurs, c'est une qualité de verre type européenne, pas forcément type caribéenne. Donc on peut avoir effectivement des spécificités de matières premières qui sont différentes. L'essentiel étant de se dire à chaque fois, nous sommes tout petits, donc plus le marché que nous pourrons toucher est grand, mieux c'est pour nous. Donc par exemple, déjà, notre marché, nous en tant qu'industriels, on considère qu'un produit local est un produit martiniquais, guadeloupéen ou guyanais. Pour moi, consommer un produit guyanais, c'est consommer local. Consommer un produit guadeloupéen, c'est consommer local. On est dans cette logique-là. On est aujourd'hui dans la production locale de ces trois territoires. Et les associations de producteurs s'entendent très bien. Et on considère aujourd'hui que si un produit martiniquais va en Guadeloupe et est vendu en Guadeloupe, c'est un produit local. Donc on est vraiment dans cette logique du produit local élargi. Il faut qu'on ait ce marché, on appelle ça le MUAG, le marché unique anti-Guyane. C'est pour nous très important pour arriver effectivement à avoir une base de population assez importante pour permettre le développement de l'industrie. Si vous êtes, prenez le cas par exemple entre Martinique et Guadeloupe, aujourd'hui vous avez un producteur de préforme qui est en Martinique, n'existe pas, donc pour les bouteilles plastiques, ça n'existe pas en Guadeloupe. En Guadeloupe, ils font les verres de lunettes et Silor. Ça n'existe pas en Martinique. Donc vous voyez, la complémentarité de deux territoires, elle existe et elle est souhaitable pour qu'on puisse être plus fort face à l'importation. Notre concurrent, ce n'est pas le produit guyanais, ce n'est pas le produit guadeloupéen, c'est le produit de l'importation. Et en termes de recyclage, je n'ai pas compris pourquoi on n'a pas fait cette importation déjà entre Martinique et Guadeloupe-Guyane concernant tout ce qui est bouteilles de plastique pour l'usine qui était à Fort-de-France, qui a fermé, et qui t'apprennent dans le de la Caraïbe, puisque nous exportons nos produits. En fait, l'enjeu, et c'est là où effectivement on touche aux problématiques que nous pouvons avoir, nous, dans le monde économique, il nous faut du volume.
Alors, quand on crée une usine, il faut des volumes, des flux. Ce flux, il est généré par l'entreprise, c'est vrai, hein, qui va importer des matières premières et ensuite les vendre un produit fini sur le marché. Mais il faut la matière première. Cette usine, en fait, elle avait besoin d'une collecte importante des bouteilles plastiques vides sur le territoire martiniquais. Hélas, l'une des raisons, en tout cas, de sa fermeture a été qu'on n'a pas su avoir assez de volume pour que cette usine puisse fonctionner. Et donc aujourd'hui, on voit tout le défi qu'il y a de la relation entre l'industrie et la puissance publique. Je vais prendre un autre exemple. Aujourd'hui, quand vous avez le schéma des carrières, vous avez un schéma des carrières qui est défini avec l'État. C'est l'État qui a ces prérogatives-là. Vous pouvez raisonner en disant, je raisonne schéma des carrières pour la Martinique, c'est-à-dire sur le développement des axes routiers, du BTP martiniquais. Sauf qu'aujourd'hui, les carriers fonctionnent aussi à l'export. Ils vont travailler avec différents territoires de la Caraïbe. Donc vous devez raisonner à l'échelle caribéenne, puisque nous avons des matériaux spécifiques qui intéressent la Caraïbe. Donc si vous raisonnez uniquement sur le territoire martiniquais, vous faites un schéma des carrières qui n'est pas adapté aux besoins de la Caraïbe. Donc il faut raisonner caribéen. Et c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, c'est que quand on a une interaction entre puissance publique et puissance privée, de bien faire en sorte de prendre tous les éléments pour bien formater les choses, pour qu'on arrive finalement à un développement économique et industriel à en mieux. À propos du schéma des carrières, avec l'élévation du niveau de la mer, nous savons que autour de l'île, on a 25 communes impactées par l'élévation du niveau de la mer. On a besoin de beaucoup de digues et un savoir-faire. Est-ce qu'au niveau des MPI, vous êtes en train de travailler sur tout ça? Oui, enfin, en tout cas, il y a des réflexions aujourd'hui. On le voit avec la problématique des lares, par exemple. Donc, c'était un vrai sujet. Donc, de voir comment on peut avoir des interactions entre eux. Vous savez, dans la démarche de recyclage que nous avons aujourd'hui, ce qui est un déchet pour un industriel ou un acteur peut devenir une matière première pour un autre. Et aujourd'hui, les lares sont, par exemple, une matière première qui peut être utilisée aujourd'hui dans différentes opérations de construction. Par exemple. Donc aujourd'hui, le défi est là. C'est d'arriver à ce qu'on définisse sur le territoire tout ce qu'on peut faire ensemble, entre acteurs économiques, industriels et puissance publique, pour faire en sorte que, dans des situations particulières, comme celle que vous évoquez, on puisse trouver des solutions avec des matériaux locaux. Au bout de là, on a vu pour l'extension du port, il était utilisé dans le Wembley de Los Angeles. Finalement, nous sommes parvenus à faire tomber cette idée. Et un gros bout de l'art a été pris pour justement faire l'extension du port de Fort-de-France. Exactement. Et c'est dommage. Ça aurait été dommage, effectivement, que nous soyons capables aujourd'hui d'envoyer des matériaux pour faire des ports. Oui, des matériaux nobles, Los Angeles. Voilà, exactement. On a aujourd'hui des matériaux en Martinique. On n'a pas tous les matériaux. Pour la construction, on a un certain nombre de matériaux, autant utilisés du martiniquais. Nous avons une cimenterie aujourd'hui, nous avons aujourd'hui des usines qui font des tôles, des fers à béton, nous avons aujourd'hui des usines de peinture. On a une usine de déconstruction. Des constructions aujourd'hui, de plus en plus. J'ai visité dernièrement, effectivement, une structure qui aujourd'hui retraite tout ce qui est placopâtre, donc pour arriver à séparer les différents matériaux. Voilà, on a vraiment un gros travail qui est fait par les industriels martiniquais pour arriver à proposer qu'un déchet devienne une matière première. C'est un gros défi. C'est un gros défi, d'autant que nous sommes une île et que ça coûte très cher de traiter les déchets. D'abord, on crée le minimum. Ensuite, quand on en a arrivé quand on peut les recycler, c'est un enjeu industriel. Et les champs de canne, ce ne sont pas les centres de recyclage. Alors, les champs de canne, déjà, vous savez qu'un champ de canne... Non, je parle pas de la production de canne, je parle de ceux qui vont déverser dans les champs de canne. Ah non. Tout ce qu'ils ont déversé. Non, aujourd'hui... Il faut respecter ça. Exactement. Il faut respecter la nature. On a une île magnifique que beaucoup nous envient. Nous devons respecter cette belle nature et c'est le défi de tout citoyen, tout martiniquais, et c'est le défi de tous les industriels, d'arriver effectivement à avoir une industrie impactant le moins possible l'environnement. C'est vraiment notre défi. À propos de défi, la récupération des bassins que nous avons eu hier dans nos rivières, la technologie, elle est là aujourd'hui. Il suffit que l'État et les collectivités lancent le marché pour permettre de récupérer toute la matière première qui se trouve dans ces bassins pour les recycler, faire des matériaux de construction, et permettre une grosse réserve d'eau naturelle en rivière.
Là encore, je ne sais pas si les MPI peuvent se pencher sur ce sujet. C'est un sujet intéressant. Les rivières sont une source effectivement au départ de captation d'eau, mais c'était aussi un endroit où il y avait des rejets. Bon. On prend l'exemple du rhum. On m'avait dit que j'étais président du Codérom pendant 9 ans. Aucune distillerie martiniquaise ne rejette en rivière. Aucune distillerie martiniquaise ne rejette à la mer. C'est fini. Donc aujourd'hui, on a un travail qui est fait. Quand on produit le rhum, effectivement, on a un déchet qui s'appelle la vinasse. Cette vinasse, aujourd'hui, on la retraite de différentes façons. Et on fait tout aujourd'hui pour qu'il n'y ait jamais de vinasse rejetée dans le milieu naturel. On recycle effectivement le produit, on en fait du gaz, on l'utilise pour après retraitement, notamment dans des bassins de plantes. Dans certaines distilleries, on fait des bassins de plantes pour arriver, notamment l'ammonie, JM, on fait des bassins de plantes pour arriver à traiter cette vinasse pour que derrière on puisse l'utiliser pour irriguer. Donc on a vraiment un souci de l'environnement, du respect de l'environnement, qui s'est énormément développé dans l'industrie sur les 20-30 dernières années. Ça n'a pas été facile, monsieur Larcher. Non. Ça n'a pas été simple. Non. Il a fallu se battre. Et on constate, je prends le recyclage des bouts de stations d'épuration, aujourd'hui on en fait un compost. Oui. Non, il y a des défis sur l'utilisation de l'eau, par exemple. On a un vrai sujet sur l'utilisation de l'eau. On a aujourd'hui des rivières souterraines. Qu'est-ce qu'on en fait? On a aujourd'hui les eaux d'épuration. Qu'est-ce qu'on en fait? Israël utilise plus de 90% de ces eaux d'épuration pour l'agriculture ou l'agrotransformation. Nous, on en est très très loin. Donc, il y a des défis aujourd'hui. Il nous reste des défis à relever. C'est pas simple ce défi, parce que je prends l'exemple de ceux qui doivent s'installer à Saint-Pierre. L'unité qui produit du courant électrique, simplement avec un bassin en gravitaire qui, dans un circuit fermé, bascule, produit du courant électrique, il est attaqué. J'espère qu'il sera fait un jour. C'est pas facile. On voit le cas de l'éolien. Le cas de l'éolien, effectivement, de ce projet éolien, donc Grèce 2. Donc, aujourd'hui, on a une contrainte européenne, contrainte nationale, de diminuer au maximum donc l'électricité produite à partir donc, de produits pétroliers. On n'a pas 10 000 solutions pour produire une solution de produits respectueux d'énergie, production d'énergie respectueuse de l'environnement. L'éolien paraît être une voie naturelle de production donc d'électricité propre. Je pense que qui n'est pas constant. C'est ça son problème. Elle est intermittente. Elle n'est pas stockable et elle est intermittente, donc c'est la difficulté. Mais néanmoins, on voit bien que dans tous les pays d'Europe, qui ont beaucoup moins parfois de vent que nous, ils sont arrivés à développer leur parc éolien. C'est absolument nécessaire que la Martinique ait un parc d'éolien performant, qui permette effectivement de pouvoir avoir de l'énergie propre, utilisable par les industriels et par les citoyens martiniquais. Le solaire, pareil, bon, on n'est pas parvenu à faire ce qu'il faut pour avoir, je dirais, un méga système, pas de recyclage, de stockage. Non, c'est compliqué. Alors après, il y a des projets. On a la SARA, qui est adhérent d'un pays, qui travaille sur effectivement l'hydrogène. L'hydrogène. On a cette façon-là, ça fait aussi chez Gazdom. Enfin, on a des acteurs aujourd'hui de l'énergie qui veulent effectivement réfléchir à des solutions de production d'énergie différentes. Voilà. C'est multiple. Il faut qu'on soit dans le multiple. Nous sommes une île, petit territoire, donc il faut des initiatives privées dynamiques. Maintenant, après, il faut que la puissance publique aide, parce qu'au début, c'est pas rentable. Au début, quand on a un projet industriel, on démarre un projet de ce type-là, qui est parfois proche de la recherche fondamentale, et sinon recherche appliquée, il faut effectivement pouvoir avoir des soutiens publics pour aider au développement au départ, amorcer les choses, et ensuite, quand l'industrie à ce moment-là est vraiment à un niveau de performance adéquate, l'acteur privé se lance complètement seul dans l'aventure. Il y a un endroit où on peut faire du partenariat privé-public, c'est dans les canalisations d'eau, introduire la production électrique. Ça aiderait beaucoup. Oui, on a un défi indéniable, c'est qu'aujourd'hui, on a trop de pertes d'eau dans nos canalisations. Ça, il faut déjà commencer pour stopper ça. Voilà, on a aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, parce que pour que les Martiniquais qui nous écoutent comprennent, aujourd'hui, si on est à 40% de perte d'eau par rapport à l'eau qui est captée, 40% qui part dans les fuites, ça veut dire qu'on a l'équivalent de la population, de la consommation de toute la Martinique sur une année qui part dans les fuites.
Donc ça veut dire que tout ce qu'on consomme sur une année part dans les fuites. Alors quand on a des coupures d'eau en avril ou en mai, on comprend bien que c'est complètement inacceptable dans un pays comme la Martinique aujourd'hui, développé comme nous sommes, d'avoir des coupures d'eau pour la population. Et qu'il y a une incidence sur l'industrie. Et alors aujourd'hui, la population, on parle de la population, mais bien entendu, nous avons des industriels qui sont pénalisés donc, par le manque d'eau. Donc ça veut dire chômage technique et inactivité industrielle. Donc ça, c'est un vrai défi de notre territoire, c'est d'arriver à ce que la ressource d'eau soit constante en qualité et en quantité. On a largement les ressources pour ça. En plus, la démarche, c'est effectivement de refaire les canalisations. On comprend bien qu'au bout de plusieurs dizaines d'années, il est nécessaire de changer les canalisations. C'est du travaux public, c'est des emplois, c'est de la création de valeur. Et ça, c'est très important. Et là, on est dans le cadre effectivement des relations publiques-privées parce que c'est un défi. Je crois que le projet de refaire les canalisations est énorme. C'est plus d'1 milliard d'investissements à faire sur plusieurs années. Mais c'est aussi des emplois. C'est de la compétence locale. Oui. C'est de l'ingénierie locale. Et il faut pouvoir le faire pour pouvoir développer, effectivement, on parle souvent de nos jeunes qui partent. Un projet comme celui-là, c'est énormément de jeunes qui pourraient travailler, effectivement, sur ce projet, donc de refaire toutes les canalisations du territoire, de telle sorte qu'on ait des canalisations modernes qui permettent de ne plus avoir de coupure d'eau sur le territoire. Dans les canalisations, il faut prévoir tous les réservoirs d'eau. Il n'y a pas de réservoir en Martinique parasismique, donc il faut les refaire entièrement. Isoler les coupures brutales, si jamais un tuyau pète, pour que ça ne vide pas le réservoir. Enfin, il y a du travail. C'est l'ingénierie, c'est l'ingénierie. Il faut une volonté politique forte pour lancer cette opération. Ce n'est pas avec une assemblée unique de l'eau qu'on fera ça. Nous sommes fatigués de le dire au président, il s'entête, il le fait, ça c'est son problème politique. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'au robinet, il y ait de l'eau en quantité et en qualité. Et que nos jeunes, il y a beaucoup de métiers autour de l'eau. Non, je ne suis pas un expert de la chose politique, je ne sais pas quelle structure doit être adéquate. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est clair que le résultat n'est pas acceptable. Ni pour les industriels, ni pour les Martiniquais. On ne peut pas accepter en Martinique d'avoir des coupures d'eau. Et 2025, ce ne sera pas beau. Chaque année, la température augmente. Voilà, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, avec le changement climatique, quelle sera la pluviométrie sur le territoire pendant ces périodes-là de carême. Donc, si on n'est pas à même de pouvoir prévoir des stockages d'eau, d'anticiper pour nos enfants demain, nous laisserons des réseaux d'eau que nos parents ne nous ont pas laissés comme ça. C'est notre responsabilité d'aujourd'hui, cette génération qui a aujourd'hui entre 30 et 60 ans, ou 70, d'arriver aujourd'hui à remettre à la génération qui vient derrière des canalisations à la hauteur d'un pays développé comme la Martinique. Et c'est effectivement, c'est le travail entre monde politique et monde économique. Le monde économique demande de l'activité, demande du travail pour la visibilité. La visibilité. Et parce que ça, c'est un plan à 10 ans, au moins. C'est pluriannuel. C'est pluriannuel. Et puis, le monde politique, lui, il a besoin de pouvoir satisfaire les attentes des citoyens. Et derrière, dans le BTP, on a toute la réhabilitation à mettre en œuvre. Exactement. On a beaucoup de choses à faire dans ce domaine, mais il faut qu'on soit prêt. Et il faut qu'on soit vraiment lancé dans les manches pour ne pas être demain là, comme les vaches qui regardent passer des courses de vélo. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup d'industriels qui sont dans le BTP, beaucoup d'acteurs qui sont prêts à relever le challenge. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des écoles aujourd'hui qui ne sont pas parasismiques. On a beaucoup de bâtiments publics qui sont pas parasismiques. Donc le défi qu'on a à relever, il est à la hauteur des enjeux. Quand on sait ce qui s'est passé en Haïti il y a quelques années. Des temps que c'est finançable, c'est ça le problème. Oui, on a aujourd'hui le fait d'être RUP et Joint Périphérique fait que effectivement l'Europe reconnaissant ce risque sismique que nous avons, comme le risque cyclonique notamment, ou le tsunami, on a la possibilité d'avoir des aides importantes, avec des taux importants. Donc il faut maintenant bâtir les projets, monter les projets. De bons projets. Et à ce moment-là, les acteurs privés viendront répondre au cahier des charges, aux attentes que la puissance publique aura définies. C'est ça l'enjeu. Bien structurer les projets pour que derrière, après, les entreprises locales puissent répondre aux attentes, effectivement, des porteurs de projets que seront la puissance publique. Et le savoir-faire de la compétence locale. Indéniablement, on a une compétence locale. On a une compétence locale qui est indéniable sur l'industrie. Donc maintenant, il faut la mettre en œuvre sur de tels projets. Je ne sais pas si vous vous souvenez du premier camion toupie en Martinique dans les années 70. Ah non. C'est Yves Aubéry qui l'avait acheté, un petit DAF 4 mètres cubes. Oui. Ah oui, aujourd'hui... C'était un petit jouet de l'époque. Oui. Aujourd'hui, il y a quelques camions toupie. Oui, et aujourd'hui, on a aujourd'hui... les entreprises du BTP se plaignent d'un manque d'activité.
se plaignent aussi d'une problématique effectivement de délai de paiement. C'est un vrai sujet. On peut pas, personne n'accepterait effectivement d'être payé 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an de retard. Donc aujourd'hui, la CTM s'est engagée donc, grâce effectivement à cet accord entre le président Letchimy et les acteurs de BTP, à un accord sur l'industrie. C'est pour nous très important parce que on sait que les emplois, la spécialisation dans le BTP que nous avons, si nous ne assurons pas une pérennité des entreprises, nous aurons une perte d'emploi, de spécialités. Et ces spécialités qui partiront, si elles partent, nous ne les retrouverons pas facilement. Et il y a une incidence sur l'industrie. Il y a la production de soda, il y a la production de tout ce qui est agroalimentaire. Le consommateur, si lui n'a pas le stimulus pour acheter ça, l'incidence se fait là. C'est sûr qu'après, si vous voulez, c'est tout un ensemble. Aujourd'hui, quand vous avez des nouveaux projets industriels dans l'alimentaire, donc on construit des usines, il faut du BTP local, il faut de la puissance locale. Quand vous avez aujourd'hui un développement économique sur la partie alimentaire, vous avez une incidence aujourd'hui sur le BTP. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux. Tout est lié. Tout est lié. On dit souvent, nous, que le tourisme, par exemple, qui est une activité donc, de production locale, mais de service, tourisme, c'est stratégique. C'est l'axe capital que nous devons choisir. On sait très bien que quand il y a du tourisme, derrière, il y a le développement de la production locale. On va construire des bâtiments, on va construire des villas, on va donc nourrir cette population qui vient donc sur le territoire pendant un certain temps, et ça crée effectivement de la valeur. Donc on est dans quelque chose de vertueux. Le tourisme est pour nous, pour la production locale, un vecteur de développement très important. Et je reviens, M. Larcher, c'est la question du réchauffement climatique. C'est ça notre inquiétude. C'est notre inquiétude aussi. Beaucoup de choses à faire. Il y a des conscients et aux conscients. On est très très attentifs. D'abord la réglementation veille effectivement à ce que les industries, les entreprises soient bien des acteurs donc pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup d'industries aujourd'hui font leur bilan carbone, maîtrisent ce bilan carbone pour faire diminuer l'impact de leur production industrielle sur la production donc, de carbone. Donc on a cette très grande attention. Maintenant, voilà, on est sur quelque chose, un défi territorial. Cette évolution climatique, elle concerne tout le territoire, et ça va être effectivement un défi pour tous les Martiniquais, le citoyen comme l'industriel. Voilà, et c'est là où on est dans le politique, dans la politique, d'arriver à avoir une démarche globale qui regroupe tous les acteurs, que ce soit les citoyens, les entreprises, industrielles ou non, et le monde politique. Le dernier cyclone qui est passé nous a donné un petit exemple. On a vu comment déroule, venant de très loin, à démonter toute une partie de notre littoral. Ouais. Et ce n'est qu'un tout petit début. On voit bien la fragilité effectivement des implantations effectivement sur le littoral, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça va être un sujet qui va être récurrent. Nous avons quand même la chance d'avoir quand même des constructions avec des normes strictes. On a aujourd'hui obtenu la possibilité d'avoir potentiellement la possibilité de faire du normatif local. Il est très important que le normatif local ne soit pas en deçà du normatif national ou européen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on déstructure finalement une sécurité qu'on a su construire dans les bâtiments, dans les infrastructures, en choisissant des normes donc moins ambitieuses. Il s'agit de vie humaine. Donc aujourd'hui, arriver à mettre en place des systèmes normatifs en relation là on revient encore entre le politique et donc les structures professionnelles qui sont regroupées dans une structure qui s'appelle une association qui s'appelle Bâti Solide. Donc arriver effectivement à travailler politique et monde économique sur mise en place de systèmes normatifs pour les acteurs économiques, notamment les acteurs industriels, c'est un enjeu. Et on revoit, à chaque fois, on voit bien l'importance de la liaison avec le monde politique pour co-construire des solutions pour les Martiniquais. C'est un passage obligé. Celui qui nous regarde, le dirigeant qui nous regarde, sait qu'il a ça pour mission. Oui, aujourd'hui, si vous voulez, un politique, quel que soit le territoire, qui ne serait pas soucieux de développer son industrie, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, quand on parle de désindustrialisation de la France,
c'est parce que le politique ne s'est pas soucié de l'industrie. Aujourd'hui, vous n'avez pas, en France aujourd'hui, de ministère de l'Industrie. Et depuis très longtemps. Si vous aviez un ministère de l'Industrie, peut-être qu'il y aurait une sensibilité, une attention du politique plus grande à l'industrie française et on ne serait pas aujourd'hui rendu à cette situation, à cette date faite. En Martinique, à notre petite échelle, on a le même défi. Arriver à ce qu'on ait un souci du développement de l'industrie sur le territoire. Un souci d'écouter de la part du politique et d'écouter de la part de l'industrie les besoins du territoire, de telle sorte de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour le développement des artisans, des industriels sur le territoire. C'est le défi aujourd'hui qui regroupe tous les Martiniquais. Et dans ces défis, les avertissements que nous donne la nature, une vague de 15-30 mètres sur la baie de Fort-de-France, terminer la lézarde, terminer notre production. Et il y a possibilité de faire de mise en place cette protection. D'où l'intérêt de se pencher très rapidement sur les études à faire pour éviter ça. En tout cas, nous, on est à la disposition de tous les acteurs qui souhaitent effectivement travailler sur ces projets. Aujourd'hui, ce genre Kerguic, c'est une réalité. Et on doit le voir, je pense, avec aussi la possibilité de création finalement de richesse. Quand j'évoquais la souveraineté alimentaire, on peut évoquer la notion de souveraineté industrielle, c'est-à-dire le fait de se dire quels axes de développement de l'industrie je souhaite voir se développer à 20 ans, 30 ans. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et nous avons donc des préoccupations liées à la partie climatique. On peut faire de ces menaces des opportunités. Oui. Créer des activités, avoir un savoir-faire martiniquais. On l'a avec les sargasses. C'est une opportunité qu'on a jamais su exploiter. On a cette opportunité-là, voilà, de pouvoir maîtriser finalement le traitement d'une problématique liée au climat. Et ensuite, pouvoir aller dans la Caraïbe, exporter ce savoir-faire, oui. Puisqu'on aura donc acquis savoir-faire martiniquais. C'est l'enjeu. C'est tout l'enjeu aujourd'hui que nous avons d'arriver à faire de ces menaces des opportunités. Et ensuite, développer des activités économiques rentables, faisant travailler des Martiniquais et des Martiniquaises, et ensuite pouvoir aller sur le reste de la Caraïbe. Monsieur Larcher, le temps qui nous est imparti commence à nous condamner. Si vous avez un message à faire passer, si vous avez une conclusion à faire, ça aurait été laquelle ? Non, de pouvoir dire effectivement aux Martiniquais qu'un pays sans industrie est un pays qui se meurt. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin, certes, de collaborateurs qui travaillent dans le domaine de l'industrie, mais nous avons surtout besoin de consommateurs. Consommateurs, ambassadeurs, quelque part, de l'industrie martiniquaise. Il faut être fier du PIL, du produit d'industrie local. Acheter local. Voilà, il faut acheter local, il faut être fier du cœur Martinique, du produit donc construit et produit en Martinique. Cette fierté-là, elle est importante à partager aux touristes qui viennent et qui vont partager finalement la passion et le savoir-faire des hommes et des femmes qui travaillent dans l'industrie. Et s'il y a un encouragement à faire, ça aurait été au niveau de nos jeunes. Parce que là, dans l'industrie, il y a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, d'ingénieurs, de personnes qui ont fait des études de commerce, du contrôle de gestion, du marketing. Enfin, aujourd'hui, nos industries ont besoin de nos jeunes. Nous, on a besoin de jeunes qualifiés, de jeunes ambitieux pour le pays. On a besoin d'intra-entrepreneurs, de personnes qui vont entreprendre dans les entreprises. Voilà. Donc, on est aujourd'hui prêt à les accueillir. On les accueille en stage, on les accueille en alternance et on les accueille aussi sur des embauches à des salaires qui n'ont rien à envier aux salaires de l'Hexagone. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'avoir porté ces informations. Nos auditeurs qui écoutent ont compris qu'il y a intérêt à développer notre industrie, mais qu'il y a surtout intérêt à être patriote. Tout à fait. D'acheter notre production locale. Consommer local. Consommer local et nous avons toutes les exigences en termes de qualité haute. Maintenant, en termes de prix, c'est à ceux qui nous offrent certains prix. Quand je vois par exemple un Bassignac beaucoup plus cher qu'une pomme qui a fait 8500 km, ça m'énerve un peu quand je suis devant le prix. Mais le Bassignac est tellement bon. Oui, mais c'est pas une raison pour me casser la bouche. C'est vrai. En tout cas, merci encore. À très bientôt.